êtes sur Décideur TV, c'est Lex Inside. Au programme de ce numéro, on va parler d'Examine, plateforme de mise en conformité globale. On parlera également du contrôle des heures effectuées par le salarié en cas de litige avec son employeur. Et enfin, on parlera de la plateforme Avostage. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Duflot, fondateur d'Examine. Bonjour. Frédéric, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'Examine ? Alors, Examine, c'est une plateforme SaaS, donc on est dans le cloud, c'est du logiciel, et on fournit un service d'assistance à la mise en conformité. C'est-à-dire que notre logiciel permet aux avocats de rendre conforme leurs clients, mais permet également aux entreprises de vérifier leur conformité, c'est-à-dire d'avoir une photographie de leur situation par rapport à la réglementation et par rapport aux normes techniques. Et vous disiez global, parce qu'on fait du RGPD, la cybersécurité, mais on est également capable d'intégrer sur notre plateforme toutes les normes internes, les règlements intérieurs ou les évolutions de ce que veut notre client sur notre plateforme. Comment est né ce projet ? Très simplement, je me suis associé avec une ancienne avocate que je connais depuis à peu près 15 ans. On était ensemble sur les bancs de la fac. Et on s'est rendu compte que l'approche service qu'on avait à cette époque-là n'était pas suffisante. On avait besoin de détecter les signaux faibles, d'apporter des indicateurs à nos clients et surtout d'assurer une conformité continue. C'est-à-dire de venir à l'année N et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, de pouvoir vérifier toujours cette conformité. Et notamment dans un grand groupe, c'était extrêmement délicat d'assurer cette pérennité et cette absence d'essoufflement en matière de conformité. Quelle est la plus-value de votre solution ? Alors nous, on a un positionnement vraiment transversal, c'est-à-dire qu'on est capable d'adresser sur un programme de conformité RGPD par exemple, le DPO, ce qui va être l'acteur principal, mais également toutes les personnes qui vont lui donner de l'information, qui vont lui donner son expertise. Le RSSI pour la partie cyber, les petites mains entre guillemets juridiques pour les contrats et ainsi de suite. Et donc nous, on va animer en fin de compte ce tissu de conformité, cette toile d'araignée, organisé par le DPO, et on va permettre de donner à chacun un dashboard avec des mécaniques de suivi, ce genre de choses. Concrètement, comment ça fonctionne ? Vous dites un dashboard, il y a des notifications, comment ça marche ? Exactement, chaque personne impliquée dans le programme de conformité va bénéficier de son espace. Très simple, avec le cas échéant, juste la question qu'on lui pose. Et en fin de compte, ça va notifier au DPO quand la question a été répondue, par exemple. Lui va pouvoir avoir un suivi, savoir où on en est, savoir s'il y a une personne qui a répondu, donner une autre information qui éventuellement contredit la sienne. Et nous, on va animer cette petite chose-là, s'assurer qu'il y a les bonnes validations à un moment donné pour remonter une information pertinente tout en haut. Alors, on a bien compris comment fonctionnait votre plateforme. Quelles sont les perspectives de développement ? On en a beaucoup, puisque vu qu'on est transversal, on cherche à adresser de nombreuses thématiques. Aujourd'hui, cybersécurité, vie privée, un peu d'anticorruption, parce que bon, faut aussi faire plaisir à nos clients. Et puis demain, on a même des demandes en matière de conformité sur des normes ISO, sur du dispositif médical. L'idée, c'est vraiment de fournir une plateforme globale qui puisse adresser tout le monde, et puis de manière très simple, puisque je dois adresser à la fois les élites, entre guillemets, les experts de la conformité, mais également ceux qui vont travailler un petit peu en dessous, dont le travail ne se voit pas forcément, et les mettre en lumière pour que chacun trouve un petit peu un intérêt particulier à l'utilisation de notre plateforme. Bon, on voit que les perspectives sont nombreuses. Ouais. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci Frédéric. Merci beaucoup. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler du contrôle des heures de travail effectuées par le salarié en cas de litige avec son employeur. Pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Guardielli, associé chez Coblence. Laurent, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, en cas de litige avec l'employeur, comment le salarié peut-il justifier de ses heures supplémentaires ? Alors, de la même façon qu'en droit du travail, on a coutume de dire que la preuve est libre, la preuve des heures supplémentaires est également libre, s'agissant en tout cas du salarié qui pourra présenter, et on le voit dans la pratique, toute une série de documents, y compris écrits de sa main, pour justifier du nombre d'heures supplémentaires sur la base duquel il fonde sa demande de salaire majoré. Certains arrivent avec des valises entières de capture d'écran de leurs emails. Et par valise entière, j'entends bien valise entière, aux grandes dames des conseillers prud'homaux d'ailleurs, qui se demandent un peu comment est-ce qu'ils vont pouvoir examiner tout ça, mais souvent cela s'accompagne d'un document de synthèse sous la forme d'un tableau qui va effectivement résumer le nombre d'heures prétendument effectuées. D'autres arrivent avec
quasiment des choses écrites au crayon de papier sur un coin de table. Et en tout état de cause, la forme de la preuve ne suffit pas à disqualifier celle-là. C'est véritablement le fond qui va être examiné, et ça va être notamment la réponse que va y apporter l'employeur, qui est également tenu d'apporter la preuve des heures supplémentaires, mais je crois qu'on va y venir un tout petit peu plus tard. Oui, justement, à qui incombe la charge de la preuve? Eh bien, la charge de la preuve, elle est, dit-on, partagée. Le Code du travail fonde une preuve partagée, c'est-à-dire que le salarié qui est en demande à l'instance par hypothèse, et suivant les grands principes du Code de procédure civile, va présenter des éléments de nature à justifier du nombre d'heures supplémentaires, de telle manière que l'employeur, de son côté, et fort de ces éléments, puisse justifier soit que ces heures supplémentaires ont été bel et bien rémunérées, soit que ces heures supplémentaires n'ont pas été effectuées, dispositif de contrôle à l'appui, puisqu'aussi bien le Code du travail fonde un certain nombre d'obligations en matière de contrôle du temps de travail, dont l'employeur doit pouvoir justifier à première demande auprès de l'administration du travail, mais également en cas de contentieux, moyennant quoi le dispositif de contrôle doit être mis en œuvre, non pas au stade du contentieux, c'est bien trop tard, mais en amont et tout au long en réalité de la carrière du salarié. Les dispositifs de contrôle, bien sûr, sont des choses parfois complexes, parfois très simples parce qu'une badgeuse, il n'y a rien de plus simple à partir du moment où, bien entendu, le système est fiable, ce qui n'est pas toujours le cas, mais également, on peut imaginer des systèmes qu'on dénomme autodéclaratifs, dans lesquels le salarié va, jour après jour, semaine après semaine, sous le contrôle d'un superviseur, remplir un tableau dans lequel il va indiquer de quelle heure à quelle heure il a travaillé. On peut également imaginer que ce soit l'employeur ou son représentant lui-même sur le lieu de travail qui disent on commence maintenant et on termine maintenant, également preuve à l'appui. Tout est envisageable, mais en tout état de cause, il faut pouvoir justifier des heures de travail des salariés, encore une fois, au cours de la carrière de ceux-ci, et surtout au stade du contentieux. Quelles sont les prérogatives de l'employeur en la matière? Qu'est-ce qu'il peut imposer? Alors, l'employeur a la direction, ce qu'on appelle le pouvoir de direction de l'employeur. Et par conséquent, il peut parfaitement imposer, on disait, l'utilisation de la badgeuse ou la mise en place, par exemple, d'un système autodéclaratif. La difficulté qui se pose aujourd'hui, c'est que, depuis tantôt une vingtaine d'années, on sait que les frontières entre la vie personnelle et la vie professionnelle ont une tendance considérable à s'effacer. Les technologies de l'information en ont été jadis les premières responsables, ou en tout cas les premières causes. Évidemment, le télétravail, aujourd'hui, en est l'illustration absolument parfaite, moyennant quoi il est parfois délicat de dire ce qui relève de la vie professionnelle ou de la vie privée, et ce faisant délicat d'estimer véritablement le temps de travail du salarié. En matière de télétravail, la question se pose de manière encore plus aiguë, bien entendu, et aujourd'hui, les entreprises et les partenaires sociaux avec lesquels elles négocient tentent d'imaginer un certain nombre de systèmes de contrôle du télétravail et du temps de travail en télétravail, de telle manière à répondre à leurs obligations en la matière, obligations encore une fois qui sont assez lourdes, puisque outre le paiement des heures supplémentaires, des amendes pénales sont également encourues pour travail dissimulé lorsqu'elles ne sont pas rémunérées. Par conséquent, il est important encore une fois de rappeler les obligations basiques, essentielles. Il faut contrôler le temps de travail des salariés, de tous les salariés, aussi bien ceux qui sont à 35 heures par semaine que ceux pour lesquels la difficulté est la plus aiguë, qui sont ce qu'on appelle en forfait jour, c'est-à-dire que le temps de travail n'est plus décompté en heures, mais en jours, avec là encore un certain nombre de limites de durée maximum qu'il convient de respecter, sous le contrôle, j'en terminerai par là, extrêmement aigu du juge, depuis le Conseil de prud'homme jusqu'à la Cour de cassation, mais également de la juridiction européenne, qui tente à rejoindre finalement les systèmes les plus serrés, les maillages les plus serrés des pays membres, et notamment celui de la France. Pour terminer, en un mot, les bonnes pratiques, donc contrôler les heures des salariés, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, contrôler les heures des salariés, ça c'est absolument essentiel. Et encore une fois, c'est pas toujours simple. On a quand même un certain nombre de salariés qui sont extrêmement autonomes et qui estiment pour certains d'entre eux qu'ils sont pas moins que fliqués par le contrôle du temps de travail. Il n'en demeure pas moins que c'est une obligation. Ne pas hésiter à intervalles extrêmement réguliers, à rappeler les obligations des uns et des autres en la matière, car respecter les durées maximum de travail, c'est aussi aux salariés que cela incombe. Et ne pas hésiter, dans les cas véritablement extrêmes, à entrer en voie de sanction. On a un certain nombre d'exemples
de ce qu'on a appelé des workaholics, des gens drogués au travail véritablement, qui ne savent pas s'arrêter en dépit des rappels et qui font l'objet de sanctions disciplinaires que, en général, les tribunaux ont tendance à valider. On va conclure là-dessus. Merci Laurent d'être passé sur notre plateau. Merci Arnaud. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler d'Avostage avec Vanessa Seban-Bobot, avocate au barreau de Paris et cofondatrice d'Avostage. Vanessa, bonjour. Bonjour. Alors, pouvez-vous nous présenter Avostage ? Alors, Avostage, c'est la plateforme des stages pour les avocats et les étudiants. Et c'est une plateforme d'intermédiation qui permet en quelques clics d'être mis en relation pour les étudiants qui cherchent un stage et pour les avocats qui cherchent à prendre un stagiaire, et bien pour la réalisation de stages en cabinet d'avocat. On a gagné le prix de l'innovation, le second prix de l'innovation du barreau de Paris, et on a été incubé également par le barreau de Paris. Comment est né ce projet ? Alors, Avostage est né dans mon cabinet. Donc, il est né d'une rencontre de l'avocate que je suis en droit social depuis 20 ans et j'ai eu un stagiaire au cabinet, un étudiant qui est venu découvrir le fonctionnement d'un cabinet d'avocats et ensemble, on a fait le constat des difficultés qu'il pouvait y avoir côté étudiant pour trouver le bon stage et côté aussi professionnel, la difficulté qu'il pouvait y avoir à trouver un stagiaire, ne serait-ce en termes de disponibilité. Et ensemble, on a développé un process et on a dit que ce serait formidable d'avoir une plateforme d'intermédiation et donc on a développé ce projet dans mon cabinet, on l'a soumis à l'incubateur du barreau de Paris et c'est comme ça qu'est né Avostage. Concrètement, comment fonctionne cette plateforme ? Alors concrètement, on a voulu faire un outil très intuitif, très facile d'accès. Et en l'occurrence, on a deux interfaces. Une interface pour les professionnels et les avocats et les professionnels du droit et pour les étudiants. Donc, côté professionnel, vous créez une fiche structure. Ça vous prend quelques minutes. Tout est déjà établi. Et ça permet donc à tous les cabinets, quelle que soit leur taille, de gagner en visibilité et de pouvoir être identifiés sur la plateforme. Et côté étudiant, les étudiants remplissent ce qu'on appelle le CV Avostage, qui est un mix entre la lettre de motivation et le CV traditionnel et qui reprend un certain nombre de critères qui vous permettent de manière très rapide d'identifier les sujets sur lesquels vous allez pouvoir identifier les candidats. Et par le biais d'un système de matching, eh bien, les deux parties se rencontrent en temps réel, c'est-à-dire que les étudiants peuvent envoyer des coups de cœur au cabinet d'avocats et les avocats peuvent envoyer des messages aux étudiants et c'est ainsi que les mises en relation se font. On aime bien dire qu'on est le Tinder des stages. Aujourd'hui, qui utilise ce service ? Alors aujourd'hui, on a mis en ligne la plateforme avant l'été. On est heureux de dire qu'on a plus de 1000 utilisateurs sur la plateforme. Elle a résisté à tous les tests techniques, etc. Donc elle fonctionne bien, on a des très bons retours. Et sur les 1000 utilisateurs, on a une majorité d'étudiants et des avocats qui sont connectés. Et tous les jours, il y a des matchs et tous les jours, il y a des nouvelles inscriptions qui se font via la plateforme. Quelles sont les perspectives de développement ? Alors aujourd'hui, la plateforme est en ligne, vous pouvez vous connecter sur www.avostage.com. Nous avons un partenariat qui est en cours parce qu'on a gagné le prix de l'innovation du barreau de Paris, donc on va être intégré dans l'interface du barreau de Paris. Donc d'ailleurs, il y a un accès gratuit pour tous les avocats qui peuvent donc se connecter. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire grandir notre communauté, d'avoir le maximum de profils côté professionnel et côté étudiant, et également de faire évoluer la plateforme sur le plan technique en intégrant des vidéos sur les spécialités du droit pour orienter les étudiants dans la découverte de certaines spécialités. Merci Vanessa de nous avoir présenté donc Avostage. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de Lex Inside.